m'appelle Antonin-Thi, je suis étudiant en troisième année de licence de physique chimie. Et je vais vous parler aujourd'hui de Richard Feynman. C'est le scientifique que vous voyez ici. C'était un physicien américain du XXe siècle. Et la majorité de ses travaux qui ont vraiment contribué aux avancées de la science se situaient dans le domaine de la mécanique quantique. Et c'est donc dans ce domaine-là qu'il a reçu un prix Nobel en 1965, le prix Nobel de physique. C'était un physicien particulièrement atypique dans le sens où on s'attend à l'image du physicien très sérieux. Lui, pas du tout, c'était quelqu'un qui rigolait tout le temps, pas sérieux, sa vie, il y a beaucoup d'anecdotes assez amusantes dans sa vie, je vais en parler. Donc en France, il est peut-être pas très connu, mais il s'est fait bien connaître aux États-Unis, notamment parce qu'il a fait partie du comité d'enquête parce que la navette a explosé, la Challenger. Donc ça, c'est une affaire où les astronautes sont morts dedans, donc ça a assez marqué les Américains et ça a été assez médiatisé. Et lui, il a fait partie du comité d'enquête et il a assez marqué les esprits avec ses explications avec les mains pour montrer comment la fusée a explosé. On le connaît aussi, c'était parce que c'était un très grand professeur, très apprécié, c'est aussi un très remarquable chez lui. Donc tout d'abord, je vais parler de sa vie. C'était Jérôme qui disait que la vie d'un scientifique, c'est pas intéressant par rapport à ses travaux. C'est peut-être vrai dans certains cas, mais dans le cas là, je pense que même si ses travaux sont très intéressants, sa vie aussi est très intéressante. Je vais quand même parler de ses travaux un petit peu. Donc c'est du haut niveau, donc je vais plutôt juste traiter dans la forme. Et je terminerai par sa vision de la physique, parce que je trouve qu'il a une vision de la physique très intéressante, où il se bat un peu aux équations, il va vraiment chercher le sens profond des choses, ça en vient presque de la philosophie, et il communique beaucoup là-dessus. Aussi. Donc son enfance, il est né en 1918 dans le Queens, c'est un quartier de New York. Donc très petit déjà, il a une curiosité assez exacerbée, il se pose toujours des questions. Et son père, même si c'était pas un grand scientifique, il a réussi à attiser cette curiosité, à répondre à certaines de ses questions. Donc Feynman a dit que son père l'a beaucoup influencé dans sa carrière scientifique. C'était aussi un électricien précoce, donc déjà vers 10-11 ans, il s'était construit un petit labo dans sa maison où il faisait des montages électriques. Donc déjà pour son âge, c'était des trucs particulièrement avancés, il maîtrisait parfaitement les montages de série, dérivation, condensateurs, tout ça. Et si bien que quand il y avait dans son village, quand il y avait un objet électronique qui lâchait, une radio par exemple, plutôt de faire appel à un électricien, on faisait appel à lui, parce que c'était gratuit, mais aussi parce que lui, sans même démonter la machine, juste on lui disait le problème, et en réfléchissant, en général, il arrivait à identifier le problème. Donc les gens étaient assez impressionnés. Donc il a eu une adolescence assez remarquable aussi, il avait d'excellentes notes au lycée. Dès 15 ans, il a commencé à apprendre le calcul différentiel parce que un professeur voyait qu'en fait lui il avait fini les exos avant tout le monde, donc au fond il faisait un peu le bazar, il n'écoutait pas. Un prof en a eu marre, il lui a dit bon bah tiens, voilà un livre sur le calcul différentiel, tu m'apprendras ça au lieu de faire le bazar. Et donc déjà à 15 ans, il maîtrisait parfaitement le calcul de dérivés, l'intégration, tout ça. Il était aussi très doué en calcul mental. Il a fait beaucoup de concours de mathématiques. Notamment en troisième, il a remporté le concours de mathématiques de l'université de New York. Donc en troisième, c'est assez impressionnant. Et donc tous ces bons résultats et ces capacités font qu'il obtient une bourse pour aller au MIT, le Massachusetts Institute of Technology. Donc c'est une université très prestigieuse, considérée comme une des meilleures dans le domaine de la science. Donc là-bas, il fait 4 ans d'études et il obtient, son master, c'est aux États-Unis, je ne sais pas ce que c'est, mais bon, je pense que c'est l'équivalent en France du master. Là, vous voyez une image du MIT. Et donc ensuite, une fois son master, lui, il était partant pour rester au MIT, mais il y a d'autres personnes qui réussissent à le convaincre d'aller voir un peu ailleurs. Donc il arrive à entrer à Princeton, l'université de Princeton, qui est aussi une université très prestigieuse. Et donc c'est là qu'il va faire sa thèse. C'est là aussi qu'il va se marier avec une amie d'enfance qui avait la tuberculose et qui se savait déjà condamnée. Donc il l'a épousée en sachant qu'elle allait mourir. Donc je vais vous parler un peu de sa thèse. Donc sa thèse c'était le principe de moindre action en mécanique quantique. Principle of Fifth Action in Quantum Mechanics dans son titre original. Donc déjà, qu'est-ce que c'est le principe de moindre action? Déjà, qu'est-ce que c'est l'action peut-être? On l'a vu un peu en cours. L'action, c'est quelque chose qui a la dimension d'une énergie multipliée par un temps, d'une quantité de mouvement multipliée par une longueur.
Et le principe de moindre action, c'est un des principes les plus fondamentaux de la physique. En fait, on se rend compte que, par exemple, la deuxième loi de Newton, somme des forces extérieures est égale à la masse fois l'accélération. Il est analogue, enfin il découle de ce principe de moindre action dans son expression classique, voire même dans son expression relativiste, on retrouve la seconde loi de Newton sous sa forme relativiste, donc somme des forces extérieures est égale à la dérivée de la quantité de mouvement par rapport au temps. Donc, par exemple, on va... On va prendre à une dimension, supposons une balle qu'on va jeter en l'air. Donc juste on est x, et on va voir que son trajet, ça va être quelque chose comme ça par exemple, ça correspond au trajet réel. Et si on regarde l'action le long de ce trajet, elle va être minimum, principe de moindre action. En fait, c'est l'intégrale là, on va faire l'énergie cinétique moins l'énergie potentielle, intégrée par rapport au temps, donc on peut T1 et T2 par exemple. Donc ça c'est ce qu'on appelle le Lagrangien, là il est sous sa forme classique. Feynman, dans sa thèse, il a utilisé la forme relativiste, mais c'est un peu compliqué. Donc voilà, si on fait l'intégrale de ça sur le parcours réel, on remarque que c'est toujours minimum. Par exemple, si le trajet ça, vous faites le trajet là, vous remarquez que l'action elle est toujours supérieure à celle qu'on utilisait si on faisait le chemin réel. Donc tout ça, c'est le principe de moindre action, c'est pas Feynman qui l'a trouvé. Lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a transposé ce principe de moindre action en mécanique quantique. Et lui, il s'est demandé en fait une particule, comment elle savait que le chemin qu'elle prenait, c'était le principe de moindre action. Donc lui, en mécanique quantique, il a réfléchi. Déjà, en mécanique quantique, on ne parle pas de particules, ça n'existe pas, il n'y a rien qui est localisé, on va plutôt parler de fonction d'onde. Et lui, il a dit que la fonction d'onde, elle utilisait tous les chemins possibles, elle faisait tous les chemins possibles. Et c'est en faisant ça qu'elle arrivait à trouver le chemin réel. C'est comme ça qu'il a introduit la notion d'intégrale des chemins. Donc ça, c'est une notion qui est assez fondamentale en mécanique quantique, qui s'utilise encore maintenant. Et donc c'est Feynman qui, simplement à 24 ans, alors qu'il passait sa thèse, il a introduit ce concept d'intégrale des chemins. Donc le projet Manhattan. Donc on en a parlé ici un peu avec Vincent quand il avait parlé de Fermi, vous voyez ici, et Mathieu quand il avait parlé de Bohr aussi. Donc qu'est-ce que c'est le projet Manhattan? C'est le projet mis en place par les États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale pour essayer de créer la bombe atomique avant les Allemands. Donc là vous voyez Feynman, et là Robert Oppenheimer, c'est le directeur de ce projet Manhattan, et un grand scientifique aussi. Et il appréciait beaucoup Feynman, Robert Oppenheimer. Bohr aussi, il appréciait beaucoup Feynman, parce que contrairement à la majorité des petits jeunes scientifiques qui étaient sur le projet, qui se prosternaient un peu devant Bohr, Feynman, lui, il n'hésitait pas à parler avec Bohr et à lui dire « vous dites n'importe quoi ». Parce que Feynman disait qu'il appréciait beaucoup Bohr, mais dès qu'il parlait de physique, il se souciait peu avec qui il parlait. Et donc Bohr l'appréciait beaucoup pour ça. Donc bon, comme je l'ai dit au début, Feynman c'était quelqu'un de pas du tout sérieux, qui passait sa vie à rigoler. Et pourtant le projet Manhattan c'était quand même quelque chose de militaire, quoi. Donc il y avait une discipline militaire.